Merci de votre invitation, Ni hao. Alors, je suis Piero San Giorgio, je suis un écrivain suisse d'origine italienne. Et avant d'être écrivain, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les logiciels, dans le high-tech, surtout pour des sociétés américaines. J'ai aussi eu mes sociétés à moi et que j'ai vendues. Et depuis 2005, je me prépare à ce que je crois être l'effondrement économique de l'Occident, donc des États-Unis, d'Amérique du Nord et de l'Europe. Et j'ai écrit à partir de 2011 une série de livres qui ont été des best-sellers, qui sont traduits dans une quinzaine de langues à travers le monde et qui expliquent, notamment le premier, Survivre à l'effondrement économique, pourquoi, à partir de 2020, le système économique occidental, avec sa politique, avec son impérialisme, va s'effondrer, va complètement s'écrouler. Et je crois avoir vu juste, puisque déjà à partir de 2020, on a vu une chute phénoménale et très importante de l'économie occidentale, et ça continue, et c'est en train d'aller de plus en plus vite. Et surtout dans mes livres, j'explique comment l'individu, les familles, les gens qui se préparent comment ils peuvent essayer de limiter les dégâts pour eux et leur famille. Mm-hmm. Ben justement, vous êtes vraiment connu par votre livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, qui est publié en 2011. Et aujourd'hui, presque tout ce que vous avez annoncé dans le livre sont en train d'arriver en fait. Par exemple, pénurie, manque d'eau, dérèglement climatique, dette colossale et aussi crise alimentaire. Donc, est-ce que selon vous, aujourd'hui, nous sommes déjà dans le début de cet effondrement? Oui, parce que j'avais effectivement considéré qu'il y a des tendances lourdes économiques, mais aussi physiques. La grande augmentation de la population dans le monde en général, surtout quand on voit les pays d'Amérique du Nord, d'Europe, qui ont augmenté leur population par l'immigration, ont créé des conditions de consommation de ressources dans le monde, mais aussi évidemment l'Asie, l'Amérique latine, etc. Cette augmentation, elle utilise les ressources disponibles, qui ne sont pas infinies, et parce que les ressources vont être limitées. Et nous avons en plus, alors ça c'est particulier à l'Occident, ce n'est pas le cas pour la Chine, ce n'est pas le cas pour l'Inde, ce n'est pas le cas pour la Russie. Nous avons en Occident des élites financières, mais aussi des élites politiques qui sont très incompétentes, qui n'ont plus la carrure et la capacité de mener une situation de crise comme ont pu le faire dans le passé des gens comme Winston Churchill pour l'Angleterre ou un De Gaulle en France, etc. On voit l'agression aujourd'hui de l'Occident face à la Russie, mais aussi à de la mauvaise gestion économique qui amène l'Occident à la faillite. Faillite économique qui nous amène à des situations d'inflation, faillite de gestion et de responsabilité. On a vu la gestion en fait du Covid, à quel point elle a été étrange en Occident, à quel point elle a été un glissement vers la tyrannie, et ça c'est inacceptable. Et toute cette convergence nous amène justement à cette période entre 2020 et 2025 où le système n'est plus capable de tenir face à ces incohérences et ces problèmes structurels. Et donc nous allons avoir des crises économiques qui amèneront des émeutes, qui amèneront peut-être des révolutions, en tout cas des troubles sociaux qui affaiblissent encore plus l'économie. Et à ce moment-là, nous sommes dans un cycle négatif, un cycle de déclin qui est très très difficile à arrêter. Et je ne connais pas beaucoup de civilisations dans l'histoire qui ont réussi à arrêter le cycle. Parfois, il faut descendre très très bas. Vous connaissez l'histoire de votre immense civilisation chinoise qui a eu des périodes d'extrême développement, puis des périodes de déclin, redémarrer et repartir. Peut-être c'est ce que nous ferons à ce moment-là en Occident, en Europe, d'ici quelques décennies, d'ici quelques siècles. Peut-être que la Chine ou la Russie nous aideront, mais certainement nous sommes dans une phase de déclin et moi j'appelle ça un effondrement parce que nous allons voir des troubles qui vont amener beaucoup de violence et je pense, je ne l'espère pas, mais je pense à une baisse de la population assez importante. C'est-à-dire l'effondrement peut provoquer une réduction de population de 50 à 80% en Europe. C'est possible, en Amérique aussi. C'est tout à fait logique parce qu'à partir du moment où un chaos économique dépasse une certaine taille, en fait, elle empêche les circuits d'approvisionnement de nourriture, de médicaments, de carburant, de fonctionner correctement. Et très rapidement, lorsque ceci s'arrête, eh bien, les villes n'ont plus de nourriture, n'ont plus de pièces détachées pour faire fonctionner les machines. Et très vite, on se retrouve dans des villes qui sont à l'arrêt, qui ne fonctionnent plus, où l'eau courante peut-être
peut disparaître, l'électricité avec des pénuries et voire des arrêts, chose qu'on nous annonce déjà cette année. Et tout ça amène, évidemment, s'il n'y a plus de nourriture au bout de quelques jours, à des situations de panique, à des situations peut-être de violence extrême, de conflits. On ne peut même pas appeler ça une guerre civile, parce que c'est un peu un conflit de tous contre tous pour les ressources qui restent. Et donc, depuis 2011, je le dis à tout le monde, il faut quitter les villes. Il ne faut plus vivre dans les grandes villes européennes ou d'Amérique. Il faut aller plutôt dans les campagnes, tisser son réseau, mettre en place des systèmes d'autonomie et de résilience autant que possible, et en fonction évidemment de vos moyens, de vos situations familiales et économiques, et donc de développer cette autonomie pour vous préparer à cette période difficile qui est déjà en train de démarrer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à se préparer, mais là, il faut commencer à se dépêcher parce qu'on sent tous que cet hiver, l'hiver 2022-2023, va être très, très difficile en Europe. Justement, quelle est votre prévision pour les 6 prochains mois? Alors, mon travail, c'est de faire plutôt avoir une réflexion sur les tendances à long terme. Et donc, c'est toujours très difficile de faire des prévisions car on s'expose d'abord à se tromper. Et puis, à 6 mois, c'est toujours une période assez court terme. Mais il est évident que nous allons avoir, à moins de retour à la raison, par exemple des leaders de l'Union européenne par rapport à l'approvisionnement en énergie de la Russie, notamment en gaz, un hiver où les industries vont travailler au ralenti ou à l'arrêt, où les foyers, les ménages vont avoir de la peine à se chauffer. Et si c'est peu grave pour le sud de l'Europe, c'est très très grave pour les pays d'Allemagne, du Nord, de la Pologne par exemple, ou même l'Angleterre. Car on voit déjà aujourd'hui en premier effet les prix qui ont augmenté de manière gigantesque et qui sont impayables pour la plupart des gens. La plupart des gens ne vont pas réussir à payer ces coûts d'électricité, de gaz, etc. Et donc on va aussi avoir, justement, je parlais de ces révoltes, très possibles de la population contre cette mauvaise gestion de leurs gouvernants depuis 30 ans. Depuis 30 ans, l'Europe est extrêmement mal gérée. C'est de l'idéologie avant tout et non pas de la raison économique ou du pragmatisme. Et on sait bien à quel point les idéologies, dans le passé, on a pu voir le communisme, on a pu voir le fascisme, le nazisme, elles ont amené les populations qui ont suivi cette leadership, ces partis, dans des catastrophes qui sont parfois de la guerre, parfois de la guerre civile, et parfois simplement un niveau économique qui fait que le mécontentement est tel que les gens sont heureux quand le système s'arrête. C'était le cas de l'Union soviétique. Et en plus, il faut ajouter à cette situation la réalité que nous avons forcé depuis 30 à 40 ans des populations très différentes à vivre ensemble de force, à coup de subventions, en fait, d'aide sociale. Et ces populations qui ne s'aiment pas toujours, eh bien, elles risquent de créer des conflits très graves lorsque les ressources s'arrêtent, les subventions s'arrêtent, ou que à cause de l'inflation, les subventions ne couvrent pas le minimum vital. Là, on risque d'avoir des violences extrêmement graves, extrêmement importantes, qui peuvent ressembler à ce qu'on a vécu en Yougoslavie au début des années 90 et au Kosovo en 99. Et là, évidemment, c'est quelque chose que l'Europe n'a pas connu depuis 1945. Et on a des populations qui ne sont absolument plus physiquement et mentalement préparées à ce genre de difficultés. Dans le reste du monde, on a encore une bonne mémoire de ce qu'est la difficulté économique, de ce qu'est la pauvreté, de ce qu'est la pénurie, d'avoir des problèmes pour trouver de l'eau potable, pour avoir de la nourriture. Donc il y a encore une capacité de résilience. En Europe et aux États-Unis, c'est pas le cas. Et donc, je crains que les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, particulièrement, souffrent beaucoup plus que le reste du monde de cet effondrement qui est en train d'arriver. Et qui, à mon avis, vont être très violentes. Vous savez, on a des exemples historiques en Europe où, pendant des crises économiques, la population elle a extrêmement reculé. On a la chute de l'Empire romain, où la population a été réduite probablement par 10 à travers toute l'Europe. On a les invasions islamiques au 6e et 7e siècle qui ont accumulé aussi, notamment en Afrique du Nord, une baisse de la population très importante. En Inde aussi, ça a été le même résultat. Ce sont des choses qui existent dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes en faillite financière en Occident depuis longtemps, depuis au moins 20 ans.
nous sommes en dette permanente, en dette colossale. Nous ne savons pas comment nous allons produire de quoi rembourser ces dettes. La guerre peut être une solution de facilité. Le problème avec les guerres, c'est qu'on sait comment on les commence, mais on ne sait pas comment on les termine. Et ça peut aller très très mal, surtout dans un monde où nous n'avons plus l'avantage technologique comme avant. On le voit en ce moment avec l'Ukraine et la Russie. Nous n'avons plus en Occident non plus la volonté de se battre. Si aujourd'hui on demandait à la population il faut aller se battre contre un ennemi, et la plupart des gens n'ont pas ni l'énergie ni l'envie, et puis encore une fois, des populations hétérogènes n'arrivent pas à trouver Donc je crains que nos élites essayent de nous emmener dans des guerres, mais des guerres qu'elles vont perdre. Et donc ce sera notre travail, à nous autres citoyens européens et américains, de dire non, nous ne voulons pas faire des guerres. Nous avons du travail, nous devons reconstruire nos pays, nous devons considérablement changer, et je crains que ça ne se fera pas. Je crains qu'on nous amènera de force dans des guerres. Nous allons avoir droit à des systèmes politiques tyranniques, dictatoriaux, qui vont essayer d'imposer le contrôle sur la population, non pas pour l'améliorer et lui faire du bien, ce qui serait le moindre des mots, bien que je ne l'accepterais personnellement pas. Par exemple, un système de contrôle de la population comme ce qui se fait en Chine aujourd'hui, je crois que c'est voulu pour le bien de la population. Néanmoins, moi, je ne l'accepterai pas personnellement. Ce n'est pas dans la culture européenne d'avoir ce genre de choses. Et donc, si en plus on met un système de contrôle de la population, comme on a essayé de le faire pendant la crise du Covid, mais pour le mal de la population, pour la contrôler, pour la mettre en prison, en fait, eh bien, je pense que ça amènera encore plus d'effondrement économique, parce que le système économique européen, depuis la Renaissance, même avant le Moyen-Âge, est basé sur l'innovation individuelle. Notre grande force en Europe, c'est d'être des grands inventeurs, des grands créatifs, des grands explorateurs. Nous sommes des individualistes, nous sommes des gens un peu perturbateurs, nous n'aimons pas l'organisation trop étroite, on aime créer, y compris les Allemands, les Italiens, nous sommes des gens très créatifs, et dès qu'on essaie de nous mettre en prison, on casse tout. C'est notre nature. Et donc, parce que nous sommes aussi une population qui est capable de très grande violence, comme l'histoire l'a montré. Et donc, je pense que les élites ont peur. Les élites européennes et américaines, elles ont peur de leur propre population aujourd'hui. Elles ont vraiment peur. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la guerre. C'est-à-dire, en gros, peut-être on va aller vers une guerre. Est-ce que c'est aussi pour cette raison? Parce qu'au début, vous avez présenté, vous dites en 2005, vous avez quitté votre travail, c'est ça? Vous avez quitté votre travail pour vous préparer à cette crise grave. Oui. Et donc là, je vous parle depuis ma ferme où je suis en ce moment. Donc, j'habite dans une ferme dans les montagnes suisses où je suis dans le confort moderne, bien sûr, mais où je travaille à avoir ma propre production de nourriture, d'eau potable, bien sûr, et d'électricité aussi, de chauffage. Et en fait, je reviens à des technologies peut-être d'il y a 50 ans, plus anciennes, qui nous permettent de chauffer les maisons avec du bois que je coupe moi-même. Alors, c'est un peu de travail, bien sûr, mais ça me donne cette sécurité, cette assurance que moi et ma famille, en cas de crise ou d'aggravation de la crise qui commence déjà aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir passer, en tout cas, une durée assez longue, s'il le faut, de temps difficiles. Mm-hmm. Et donc, après, nous sommes en Suisse. Donc, la Suisse a une culture de défense organisée au niveau de milices de pays. Et donc, nous avons aussi une capacité à nous défendre qui est assez élevée. Ce qui n'est pas toujours le cas en Occident. C'est par exemple en Angleterre où les armes sont de plus en plus interdites, même en Australie, par exemple, ou bientôt en Nouvelle-Zélande. Heureusement, ce n'est pas le cas aux États-Unis ou dans l'Europe de l'Est, où les gens sont encore capables de se défendre. Mais voilà, c'est dans notre culture, donc on a aussi on a moins peur d'agression, de guerre civile en Suisse. Mais en revanche, quand on regarde la France ou l'Angleterre, peut-être la Belgique aussi, certainement, moins l'Allemagne, mais enfin, on voit qu'il y a des problèmes extrêmement graves
de risques de violence extrêmement étendus à l'intérieur des mêmes pays. Donc, le vouloir aller en guerre, ça peut être une tentative illusoire, à mon avis, mais une tentative de souder la population dans un seul bloc contre un ennemi externe. On voit que le système médiatique, le système étatique essaie de nous dire, voilà, le danger est là et peut-être que bientôt, on devra organiser une guerre, etc. À mon avis, ce sera un échec et la population, voire même les armées occidentales, n'iront pas se battre contre la Chine ou contre la Russie, ou en tout cas, il y aura des mutineries ou des problèmes extrêmement graves qui affaibliront encore plus le peu qui reste de notre puissance, en fait, en Occident. Mhm. Et j'aimerais aussi vous demander comment vous avez pris cette décision, parce que comme vous dites au début, vous étiez un cadre supérieur dans une entreprise de haute technologie et vous avez un salaire vraiment confortable. C'est Oui. quoi? C'est 250 000 euros. Oui, à l'époque, oui. Donc, c'est vraiment un très bon travail, bien payé. Et comment vous avez pris la décision? C'est quoi qui vous avait poussé? Vous dites, ah non, il faut que je m'arrête de cette vie comme ça, il faut que je me prépare. Vraiment, c'est urgent. Parce qu'un travail dans des entreprises qui, en plus, deviennent de plus en plus avec une gestion folle, là aussi, on le voit dans les entreprises, où on passe plus de temps à faire des formations pour nous expliquer... en fait, on sait pas très bien qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, ou qu'est-ce qu'un... on nous explique que ce n'est plus la performance et le résultat qui compte, mais c'est la couleur de la peau. Moi, je pensais qu'on avait fini avec le racisme il y a à peu près 50 ans, mais non, on nous explique que les races existent pas, mais elles existent quand même, et qu'il faut être soumis, et qu'il faut s'excuser sans arrêt. Enfin, c'est inacceptable. Nous, on est dans une société, on est dans une entreprise pour faire des affaires, pour vendre, pour faire du profit, pas pour jouer à la repentance ou je ne sais quoi. C'est des trucs de maternelle. Ça, c'est inacceptable. Donc déjà, j'ai vu cette tendance arriver là. Et puis ensuite, vous savez, gagner bien sa vie, mais se retrouver ensuite piégé dans une ville en émeute et en révolte et peut-être mourir. Bon, finalement, je préfère gagner considérablement moins, 10 fois moins, mais être dans un endroit où je suis au calme, où je suis avec très peu de stress, où je me retrouve avec mes amis et surtout avec ma famille, et où, bon, s'il devait arriver quelque chose de dangereux, on sait comment réagir et on sait comment être prêt. Mhm. Donc, depuis 15 ans, qu'est-ce que vous avez préparé réellement? Vous dites tout à l'heure, vous êtes chez vous beaucoup de choses. Tout d'abord, tout ce qui est production alimentaire, les potagers, les systèmes, les arbres pour les fruits, les enclos, etc. pour les animaux. Tout ça, ça se prépare longuement et avec beaucoup d'efforts. Mais ce n'est pas un travail à plein temps. C'est quelque chose qui me prend quelques heures par jour. Évidemment, tout le système de production d'électricité, par exemple, ou de chauffage à bois, ça demande évidemment une transformation de la maison qu'on fait petit à petit. Et puis, pour tout le reste, le réseau, tisser les amitiés avec les voisins, en symbiose, en partenariat finalement avec tous les gens dans la vallée, où chacun fournit un petit quelque chose pour des travaux communs, pour des fêtes, pour échanger aussi des services. Quelqu'un me prête son camion pour aller chercher de la terre. En échange, je vais lui donner quelques bouteilles de vin que j'ai obtenues d'un producteur local plus bas dans la vallée, que j'ai échangé avec des pommes de terre et des légumes que j'avais dans mon jardin. Donc en fait, on prépare une forme d'entraide et un système débrouillard. Je suis de loin pas le seul à le faire. Il y a énormément de gens aujourd'hui en Europe qui vivent comme ça et qui développent ce genre d'activité. Alors bien sûr, j'ai quand même des revenus puisque les gens peuvent venir m'écouter tous les jours sur Patreon. C'est une plateforme payante, certes. Et aujourd'hui, pour 5 € par mois, vous pouvez aller sur mon site, pierrot.com, suivre des formations. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Patreon où j'explique comment, par des milliers de vidéos, j'ai plus de 1000 vidéos qui sont présentes,
où je donne à la fois des commentaires sur l'actualité, mais aussi, et ça c'est peut-être plus important, des guides sur des outils, sur du matériel, sur des moyens de se préparer. Et donc j'encourage vos téléspectateurs à aller donner un coup d'œil. Aujourd'hui, pour notre téléspectateur, est-ce que vous pouvez donner justement certains conseils? Et moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est tout d'abord de se rendre compte si l'environnement dans lequel ils vivent est dangereux en cas de rupture des cycles, des systèmes d'approvisionnement. Est-ce que si tout d'un coup l'État n'arrive plus à protéger les gens et que les transporteurs n'amènent plus de la nourriture ou l'eau dans le robinet arrête de couler, est-ce qu'ils ont de quoi faire face? Est-ce qu'ils ont des filtres à eau, par exemple? Est-ce qu'ils ont des réserves d'eau? Est-ce qu'ils ont des réserves de nourriture? Est-ce qu'ils ont de quoi tenir en cas de coupure d'électricité ou coupure de chauffage l'hiver? Et si la réponse est non, eh bien, qu'ils réfléchissent. Alors, ils peuvent obtenir déjà beaucoup de réponses en lisant mes livres, mais ils peuvent réfléchir à est-ce que d'abord cet endroit est l'endroit où il faut vivre? Alors parfois on a des contraintes professionnelles, mais parfois en réalité on a le choix de changer. Et dans tous les cas, est-ce qu'on a de quoi tenir le coup? Est-ce qu'on a des réserves d'eau, de nourriture, de chauffage, d'électricité? Aujourd'hui, on a la technologie incroyable. On n'a plus besoin d'avoir des lampes à pétrole forcément. On a des technologies LED avec des batteries qui nous permettent d'avoir de quoi tenir plusieurs jours s'il n'y a pas d'électricité. On a des chauffages d'appoint à gaz ou à bois qu'on peut mettre en place. Alors encore une fois, c'est beaucoup plus facile à la campagne qu'en ville. Un étudiant dans un petit appartement en centre-ville de Paris, c'est évident que pour lui, ça sera très difficile, surtout s'il n'a pas les moyens. Donc en fait, selon vous, presque les gens dans les grandes villes n'ont aucune chance de survivre, en fait. Non, pas aucune, parce qu'il y a toujours moyen, mais ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile. D'ailleurs, mon deuxième livre, que j'ai coécrit avec un survivaliste américain, qui s'appelle Rue Barba, Survivre en ville, essaye de donner des pistes sur comment est-ce qu'on peut faire en ville. Mais on le dit dès le départ, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'être en ville que d'être à la campagne. La ville, c'est en temps normal un lieu où il y a beaucoup d'abondance, mais dès que cette normalité s'en va, dès que ça devient difficile, la ville, on la voit pendant les guerres, c'est là où il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Alors on va me dire dans les campagnes aussi, mais c'est souvent pour des raisons militaires, c'est souvent pour des confiscations. Et c'est bien pour ça qu'on dit aux gens de s'organiser pour se défendre. Si tout d'un coup, je sais pas, l'État décide de venir confisquer la nourriture dans les campagnes pour nourrir les villes, il faut pas se laisser faire, par exemple. Vous pouvez lister justement quelques éléments, c'est-à-dire vraiment fondamentaux et basiques pour les gens, tout le monde, quel que soit en ville ou dans la campagne, on peut préparer ça. Alors par exemple, moi j'ai structuré, parce que je suis quelqu'un qui est assez structuré mentalement, donc j'ai structuré en 7 catégories les types de préparation qu'il faut prévoir. Donc l'eau, nourriture, hygiène, santé, énergie, connaissance, défense et lien social. Donc ça fait 7 éléments. Et dans chacun de ces éléments, eh bien, on peut commencer petit. Par exemple, pour l'eau, la chose la plus simple, c'est d'avoir plusieurs packs d'eau. Pour commencer petit dans la nourriture, c'est quelques boîtes de conserve, des pâtes, du riz en plus qu'on met dans une armoire. Pour l'énergie, ça peut être une petite chaufferette à gaz, avec du gaz pour 2-3 semaines, par exemple. Pour l'hiver, avoir un pull supplémentaire et des couvertures en laine. Parce que le chauffage à 25 degrés dans les appartements, c'est pas dit que ce sera toujours possible. Par exemple, pour les connaissances, est-ce que vous avez des compétences dans autre chose que votre métier du tertiaire? C'est bien d'être comptable, c'est bien de savoir faire des tableurs Excel, mais est-ce que vous avez des compétences pour, de la mécanique, réparer un vélo, parce que vous allez peut-être avoir besoin de votre vélo lorsque votre voiture marche pas, par exemple. Est-ce que dans la défense, est-ce que vous savez comprendre une situation où vous êtes en danger? Est-ce que vous savez évaluer le type de danger qui peut vous arriver dessus? Et est-ce que vous savez y répondre par le fait de vous cacher, par le fait de fuir, ou éventuellement de combattre? Est-ce que vous savez faire tout ça? Avant de s'acheter un fusil, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes capable de comprendre une situation où vous êtes en danger? C'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et puis, par exemple, pour le lien social, on peut commencer tout simplement à renouer le lien avec sa famille, les membres de sa famille ou ses voisins, pour leur dire, voilà, vous avez vu ce qui se passe dans tel ou tel endroit du monde, et si ça arrivait ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce qu'on s'entraide pas? Alors, rien ne sert de commencer en parlant de fin du monde, parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça, mais on peut commencer par exemple, en allant proposer peut-être on peut cuisiner quelque chose pour son voisin, l'inviter une fois prendre un café,
et tisser ce lien et comprendre, ah oui, tel voisin c'est un médecin, tel voisin est, je sais pas, ingénieur, ou l'autre est mécanicien. Ah, je savais pas. Parce que les compétences, elles vont être utiles en cas de problème où il faudra s'entraider, forcément. La moitié de mes livres, c'est généralement l'explication de comment on peut aller plus loin. Par exemple, mon avant-dernier livre, c'était sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques. Bah, typiquement, c'est pour aller très loin. Si aujourd'hui, la crise, en fait, qui vient, à celle-ci s'ajoute une guerre nucléaire, par exemple, les gens ne doivent pas désespérer. Ils ne doivent pas se dire « Ouh là là, on va tous mourir ». C'est pas vrai. On ne va pas tous mourir avec la guerre nucléaire, même avec une guerre nucléaire. Eh ben, on va pouvoir se préparer. Et je t'explique dans différentes situations qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment il faut sortir et à quel moment il faut se cacher, à quel moment il faut rester dans sa cave et à quel moment il faut aller sur son toit. C'est pas du tout les mêmes scénarios. Et en fait, la différence est subtile, mais une fois qu'on a compris, la préparation est très facile. Ça, c'est l'avantage. C'est qu'en fait, c'est très facile de s'en sortir dans le cas de problèmes chimiques, de problèmes nucléaires, etc. Alors qu'on nous a dit depuis toujours que c'était la fin de l'humanité, la fin du monde, etc. Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et donc, voilà, les personnes préparées s'en sortent mieux en général. Et vous pouvez juste dire tout à l'heure, c'est à quel moment, quand il y a la crise nucléaire, c'est quel moment il faut sortir? Alors, c'est sûr que, par exemple, si une guerre se déclenche, on ne va pas vous téléphoner pour vous dire c'est l'heure, c'est le moment. Vous allez la prendre une fois que c'est déjà démarré. Ou alors s'il y a des systèmes d'alerte ou des sirènes, mais en général, ils sont très en retard. Et donc, on peut imaginer, par exemple, que si vous vous rendez compte... Alors, si vous êtes évidemment près d'un point d'impact, là, c'est sûr que vous allez subir de plein fouet la chaleur, la lumière, le souffle, par exemple, en cas de guerre nucléaire, de la bombe, de missiles. Mais si vous êtes à la campagne, vous n'êtes pas une cible, vous n'allez pas être ciblé à la campagne. Donc, vous allez en déduire du fait du chaos qui va arriver qu'il s'est passé quelque chose. Donc, vous allez vous en rendre compte. Donc, par exemple, un outil à avoir, c'est entre 20 et 100 euros selon les modèles, c'est d'avoir un petit compteur Geiger. C'est une chose très petite. Je l'ai pas ici sur moi, mais je l'ai en bas à l'étage. Et donc, vous allez vous rendre compte si les radiations dans l'air vont commencer à augmenter. Et de toute façon, dans ce cas-là, il faut se préserver des poussières qui retombent. Donc, il faut fermer la maison, fermer les fenêtres, colmater toutes les embrasures et se préparer à rester pendant quelques semaines à l'intérieur et attendre que les pluies, qui inévitablement arrivent tôt ou tard, vont nettoyer l'atmosphère, le sol de ces poussières qui sont contaminantes et contaminées. Et donc, à ce moment-là, il faut rester pendant 2-3 semaines à l'intérieur, donc ne pas sortir, ne pas avoir de quoi se nourrir et vivre à l'intérieur. Ça, c'est l'exemple classique. Dans l'exemple où vous êtes en ville et vous êtes près d'une usine chimique qui a un accident et que là, c'est l'opposé. Il faut surtout pas rester à l'intérieur si le gaz chimique arrive chez vous. Il faut soit monter le plus haut possible dans un immeuble ou sur le toit, parce que les nuages généralement chimiques sont plus lourds que l'air. Donc là, il faut pas aller à la cave, il faut plutôt monter à l'extérieur ou partir le plus vite possible dans une direction opposée à celle où vont les produits chimiques. Donc, beaucoup de gens qui vivaient à Rouen il y a 2 ans lorsque cette usine chimique a brûlé, eh bien, ont parfaitement réagi parce qu'ils avaient lu mon livre sur les problèmes nucléaires, radiologiques et donc chimiques aussi. Et donc, ils ont parfaitement réagi. Donc, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit dès que ça a commencé à brûler, on a fait en sorte de ne pas se retrouver là où les produits chimiques retombaient sous forme de pluie noire, de pluie remplie d'hydrocarbures brûlés, qui sont très toxiques, en fait. Alors, évidemment, ça a été étouffé, personne ne parle des retombées de ça, mais il y a des empoisonnements importants. Et donc, on veut éviter ça, évidemment. Que vous faites partie de la population libre et autonome, mais certains États considèrent les personnes libres et autonomes comme des ennemis. Eh oui, parce qu'avec la liberté vient aussi l'incapacité d'être gouverné par un État fort centralisé. Parce que l'homme libre, il veut pas
il n'a pas besoin d'un État fort et centralisé. Il dit, mais j'ai pas besoin, moi je vis très bien, j'ai pas besoin de subventions, j'ai pas besoin d'argent, merci, mais j'ai pas besoin non plus qu'on vienne me dire ce que je dois faire ou pas faire, ou comment je dois parler, comment je dois m'habiller, etc. Laissez-moi tranquille. Alors évidemment, il y a des limites à la liberté, et cette limite, c'est de la sagesse qui nous l'amène. C'est qu'évidemment, la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est assumer ses responsabilités par rapport à ce qu'on fait. C'est très important, c'est qu'il y a la liberté, elle n'existe que parce qu'il y a des responsabilités qui vont avec. Et ça, c'était très bien compris pendant des siècles. Et là, tout d'un coup, on nous explique que la liberté, c'est consommer, se divertir, etc., sans responsabilité, mais qu'il faut un État nounou, un État papa, je ne sais pas comment on peut l'appeler, matriarque ou patriarque, qui nous contrôle et qui nous, très vite, va nous enlever la liberté de consommer parce qu'il n'y a pas assez pour consommer pour tout le monde, en réalité. Et donc, une fois que le contrôle sera mis, de là à dire qu'il peut se débarrasser de la population, je pense que le pas peut être vite franchi. Mais quelle est votre observation concernant justement aux Pays-Bas? Il y a aussi des mesures qui sont... Voilà. Ouais. C'est un exemple tout à fait intéressant où l'État, ça c'est aussi typique du fait que l'État s'impose dans l'économie. Mais il y a 40 ans, l'État a décidé de subventionner les industries pour que les Pays-Bas, qui sont un petit pays, deviennent un grand producteur et exportateur agricole et qui produit beaucoup de pollution et de déchets, il faut le dire. Mais maintenant, parce que tout d'un coup on se dit, parce que l'idéologie a changé, maintenant l'État change les lois pour finalement forcer à la faillite toute l'industrie agricole qui a investi dans des systèmes de production qui ne fonctionnent qu'avec un certain niveau d'énergie, un niveau de productivité et un niveau de pollution. Donc là, on leur dit, bon, c'est fini. Mais évidemment qu'ils se révoltent, parce que ces gens, ils doivent vivre, ces gens, ils ont des familles. Alors moi, je suis le premier à critiquer l'agriculture industrielle, y compris celle des Pays-Bas. Et je pense qu'effectivement, l'erreur, c'était de les pousser à surinvestir et faire de l'industrie, de la production industrielle lourde. Enfin, aux Pays-Bas, on produit des tomates en plein décembre, alors qu'il fait nuit toute la journée là-bas. Eh ben, ils ont des lampes pour fabriquer des légumes toute l'année, etc. Bon, c'est absurde. Mais ce sont quand même des humains, des familles, des gens qui ont investi et et on peut pas leur dire du jour au lendemain, il faut arrêter. Il faut laisser faire le marché et petit à petit, de manière progressive, ceux qui avaient envie de faire de l'industriel, ils faisaient de l'industriel et le jour où le besoin change, eh ben, ils payent le fait d'avoir fait des mauvaises décisions. Et ceux qui continuent à faire du bio et du local, parce qu'on peut produire aux Pays-Bas plein de choses localement et très bien, parce que c'est un pays avec beaucoup d'humidité, et puis donc on peut produire certains types de produits, de légumes, etc. Mais pas à l'échelle industrielle, mais ils auraient pu vivre très très bien. Alors certes, ça veut dire que la population devrait payer sa nourriture plus cher, mais après tout, c'est important de bien se nourrir. Mais là, au lieu de faire cela, l'État, en fait, il joue le chef d'orchestre, il joue en fait, le dictateur, il décrète quelle industrie doivent vivre et quelle industrie doivent mourir. Et souvent, derrière, on voit que c'est des groupes financiers qui rachètent ensuite les terrains agricoles, qui rachètent les produits. Et le jour où ils en ont acheté suffisamment, tout d'un coup, on voit que les lois qui avaient forcé les paysans les agriculteurs à la faillite, tout d'un coup, ces lois sont abolies. Et tout d'un coup, il y a cette consolidation et on voit des grands groupes industriels avoir tout raflé pour pas cher et faire à ce moment-là des bénéfices importants parce que nous ne vivons même plus en Occident dans un système capitaliste. C'est une sorte de connivence entre des groupes industriels et les politiciens et avec des histoires d'argent et de corruption, on arrive en fait, comme pendant l'Empire romain, ça a été des périodes pareilles où en fait les grands propriétaires terriens rachetaient les petits en forçant l'État, en forçant l'État centralisateur de ne pas acheter leurs produits, et donc ils faisaient faillite et les grands propriétaires les rachetaient et finalement mettaient en esclavage les petits. Et donc, il fallait faire des réformes agraires régulières c'était quelque chose que Jules César a voulu faire, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a assassiné, c'est qu'il était du côté de la population et pas des riches. Et donc, ces réformes agraires, eh bien, elles pourraient être évitées si on laissait simplement la liberté dans le commerce, dans l'industrie, et laisser faire l'innovation. Les gens qui ont
qui découvrent une nouvelle technologie ou une nouvelle manière de faire vont prospérer. Et ceux qui restent ou ceux qui ne savent pas s'adapter au changement du climat, du marché, de tout ce qu'on veut, eux déclinent et meurent et sont absorbés par ceux qui progressent. Mais c'est pas l'État qui doit être l'environnement. C'est pas l'État qui est corruptible à l'envie qui doit décider de qui vit, qui meurt dans une économie. C'est complètement absurde cette manière de voir les choses. Donc nous ne sommes même plus dans du capitalisme. Nous ne sommes plus dans un système de liberté. Nous ne sommes même plus dans un système de capitalisme depuis 30 ans. Donc on va souffrir parce que les recettes sont simples. Quand vous êtes dans un système d'économie planifiée, votre économie, elle va mourir. Et lorsque vous êtes dans un système d'économie libre, généralement, elle prospère. C'est comme ça.